de nos réflexions après, avec la première session, casser le thermomètre, précisément, donner vérité et savoir public en danger, qui sera animée et modérée par Tamara Benari, qui est chercheuse en sciences de l'environnement à l'INRAE, au laboratoire innovation à Montpellier. Merci à toi, Tamara. Très bien, bonjour à toutes et tous. Avant de commencer, je voudrais inviter ceux qui sont arrivés juste à l'instant à regarder, quand vous le pourrez, les enregistrements des conférences précédentes, en particulier celle de Johanna Siméon-Germanos et de Mathias Gérel, qui étaient vraiment passionnantes et des introductions tout à fait pertinentes à ce qu'on va présenter maintenant dans cette table ronde. Alors on va s'organiser comme ça. Moi, je vais faire une intro d'une dizaine de minutes. Et puis ensuite, on aura trois intervenants. Donc Julie Subervi, Julie Day et David Chavalarias qui parleront chacun une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, on aura une demi-heure pour échanger avec vous et essayer de croiser les différentes conférences. Alors je voudrais commencer mon introduction par vous parler, enfin par vous donner les mots d'un employé de la bibliothèque de la NASA, donc l'agence fédérale en charge du spatial civil aux États-Unis, dont le site, donc la plus grande bibliothèque de la NASA, va fermer son site de Baltimore. Ça a été décidé tout début janvier 2026. Alors il dit, c'est pas comme si nous étions aujourd'hui beaucoup plus intelligents que par le passé, ce sont les mêmes personnes et elles commettent les mêmes types d'erreurs humaines. Si vous perdez cette histoire, vous allez refaire les mêmes erreurs. Et en effet, cette fermeture de bibliothèque à marche forcée a eu lieu pendant le shutdown, c'est-à-dire en l'absence de la plupart des employés du site. C'est une bibliothèque qui contenait plus de 100 000 ouvrages, des archives irremplaçables, dont beaucoup ne sont pas numérisables et dont beaucoup seront donc jetés dans ce tri dans l'urgence. Et il a raison, c'est toute une mémoire scientifique qui va être détruite avec cette bibliothèque. Et au-delà même des archives et des documents qu'on ne pourra pas remplacer, c'est aussi toute une matérialité de ces archives qui va être détruite. Donc cette fermeture détruit aussi des emplois, des pratiques, des lieux de rencontre, de créativité scientifique. Cette fermeture qui est dramatique se produit dans un contexte d'incertitude plus large pour la NASA, avec des coupes budgétaires drastiques qui ont été prévues, puis annulées, puis remises à l'ordre du jour. Plus de 13 bâtiments qui vont être fermés sur ce site de Baltimore et des centaines de labos qui doivent fermer d'ici mars sur ce même site, et tout un tas d'équipements aussi qui sont jetés, tout simplement. Donc c'est un exemple de destruction institutionnelle du savoir, mais qui s'inscrit dans un contexte de démantèlement des infrastructures de la connaissance qui a lieu aux États-Unis, dans les sciences du climat et au-delà, bien sûr. Infrastructures de la connaissance sans lesquelles il n'existera plus tout à fait de faits, mais juste des récits concurrents. Ces archives de la NASA qui sont en train d'être détruites, elles nous regardent quelque part de l'autre côté de l'Atlantique et elles questionnent notre impréparation. Qu'est-ce qui se passerait si, du jour au lendemain, les données et les infrastructures de l'INA, l'Institut national audiovisuel, par exemple, se retrouvaient détruites dans la précipitation? Alors bien sûr, une donnée, une archive ne peut pas grand-chose toute seule. C'est un fait brut. Une donnée seule n'éclaire pas le réel. Les données doivent être analysées et ces analyses débattues, discutées, invalidées, confirmées dans un long cycle de disputes scientifiques auxquelles nous nous attelons tous ici. Et donc, il faut nombre d'équipes de scientifiques, d'étudiants et d'ingénieurs pour en faire quelque chose de ces données. C'est pourquoi les formes d'entrave aux données s'accompagnent le plus souvent d'un répertoire de silenciation plus large, marqué par une délégitimation, voire des attaques contre les scientifiques, et une mise en doute des résultats et des consensus. La destruction des données et de leurs infrastructures et plus généralement la volonté d'affaiblir les lieux de construction et de circulation des savoirs, c'est quelque chose de très déstabilisant pour les scientifiques que nous sommes. Personnellement, je reste interdite face par exemple à la destruction sauvage des panneaux d'information faisant référence à l'esclavage, au changement climatique, à l'histoire des Amérindiens dans les villes ou dans les grands parcs états-uniens qui est en cours à l'heure actuelle et dont on peine à comprendre et à trouver la moindre rationalité. Une lutte s'est engagée aux États-Unis pour sauver les données. Je vous présente quelques exemples ici. Le grand projet Data Rescue, Data Lumos, Climate Mirror, qui fait une copie des données des sciences du climat et de l'environnement, en particulier les données de l'Environmental Protection Agency.
Et donc, c'est des archives collaboratives, participatives, en ligne, vous pouvez aller chercher les données et les télécharger. Et il y a aussi cette initiative basée dans le Minnesota, et c'est peut-être pas un hasard, qui s'appelle SOS pour Save Our Signs, qui en particulier sauve de manière collaborative des photos, des panneaux qui ont été préalablement effacés. Nous découvrons donc, enfin nous, surtout les sciences de la nature, les sciences de l'environnement, que la science a des ennemis. Ces ennemis sont multiples, ils ont des motivations différentes et dans leur esprit transactionnel, sans doute que ce qu'ils souhaitent et cherchent à mettre en œuvre, c'est une recherche accaparée par la sphère privée et ses intérêts particuliers, et enfin débarrassée de toute contradiction ou de toute évaluation indépendante ou par les pairs. Bref, une recherche qui ne serait plus de la recherche. Ces ennemis peuvent être nommés. Certains financent des médias, des think tanks, des réseaux d'influence et entretiennent, et c'est bien malheureux, des contacts directs avec les responsables politiques. C'est le cas par exemple de Peter Thiel, invité à s'exprimer devant l'Académie des sciences morales et politiques, qui est une société savante, rappelons-le, le 26 janvier dernier. Peter Thiel, milliardaire proche de Trump, pourfendeur confus, en tout cas moi je le trouve confus, d'une soi-disant stagnation scientifique du monde occidental, dont les faits d'armes sont impossibles à lister, fondateur de Palantir, société de surveillance qui travaille en ce moment avec la police/milice ICE pour utiliser les données de santé des Américains les plus modestes afin de déterminer quels individus il convient d'arrêter et de déporter. Peter Thiel qui offre des bourses aux étudiants pour qu'ils arrêtent leurs études, ou encore qui a lancé la carrière de l'actuel vice-président des États-Unis, J.D. Vance, dont l'une des conférences les plus célèbres s'appelle « Les universités sont l'ennemi ». En 2025, donc, avec le retour de Trump au pouvoir, la brutalisation des universités, du monde académique et de la science nous a laissé ou plongé dans un état de choc, dont est né le mouvement Stand Up for Science, qui est un mouvement de solidarité aussi entre les États-Unis et la France, dont l'ampleur a surpris en France, avec plus de 15 000 personnes dans les rues à Paris et partout en France, et auquel le Collège des sociétés savantes s'était associé. À cette occasion, nous nous sommes rendus compte qu'il était possible de tendre un fil entre une observation quelque part dans l'atmosphère ou nichée dans une haie sur le bord d'un champ, et un projet politique autoritaire, attelé à détruire la science et tout le monde qui permet d'en faire, pour reprendre les mots de Johanna Siméon Germanos. Nous restons depuis néanmoins, pour nombre d'entre nous, dans une sorte d'entre-deux. Les contre-pouvoirs ou l'attachement à la science ou à la décence sont-ils vraiment plus robustes en France qu'ailleurs ? Plus proche de nous, et pour parler de mon propre organisme de recherche, un projet politique n'a-t-il pas utilisé le mouvement social agricole récent comme fenêtre d'action pour nier les résultats scientifiques, tenter de désactiver le pouvoir des agences de régulation et d'attaquer l'INRAE, son utilité, son budget, son PDG et ses scientifiques? Alors que nous avons peut-être un petit peu d'avance, peut-être qu'il nous faut nous questionner sur ce que voudrait dire faire de la recherche dans des conditions qui auraient porté au pouvoir ces idées. Pour répondre à cette question qui est difficile, peut-être qu'on peut commencer par se convaincre que ces situations frappantes et déstabilisantes ne constituent en réalité qu'un point extrême d'un ensemble beaucoup plus large de mécanismes qui entravent la production et l'usage des données scientifiques et des savoirs publics, et qu'il s'agit donc d'un contexte général dans lequel nous sommes en quelque sorte déjà plongés. Il nous conviendrait donc de penser la routine, ou ce qui est devenu notre routine, pour réussir à penser la normale. L'idée de notre session aujourd'hui, casser le thermomètre, donner vérité et savoir public en danger, c'est précisément d'essayer de donner à voir ce continuum, un continuum qui va de contraintes routinières, institutionnelles ou juridiques, jusqu'à des formes beaucoup plus autoritaires de fermeture et de contrôle de l'information. Son continuum traverse des domaines très différents, mais produit des effets qui sont comparables. Les interventions de Julie Subervi et Julie Deshaies permettent d'entrer dans cette question par les objets scientifiques. Julie Subervi travaille sur le lien entre l'usage des pesticides et la santé. Les données nécessaires à l'analyse de ces liens existent, mais leur cloisonnement administratif, les cadres juridiques qui empêchent l'étude de ces liens, ou tout simplement peut-être aussi l'absence de volonté politique, rendent leur croisement difficile, voire impossible. Cet état de fait entretient de manière artificielle des incertitudes dans le débat public.
On nous explique que les liens entre maladies neurodégénératives, cancérogénicité de certaines molécules ne sont pas établis, que le poids des preuves est faible, etc. Dans ce cadre, il devient extrêmement périlleux pour les scientifiques de tenter de nourrir un débat informé sur des sujets aussi essentiels et qui nous concernent tous, tels que qu'est-ce qu'on veut manger et à quel prix et dans quel paysage on veut vivre. Julie Dehaye abordera un autre type de données dans un autre domaine, l'océanographie, mais aux enjeux comparables. Les observations océaniques, en particulier celles qui permettent de comprendre le rôle de la circulation océanique méridienne dans la régulation du climat à nos latitudes. Ici, le problème, ce n'est pas tant le cloisonnement que la continuité, c'est-à-dire que pour comprendre ou prédire cette circulation océanique complexe, on a besoin de dispositifs routiniers, entretenus et maintenus sur plusieurs décennies et pour lesquels les États se désengagent. Enfin, le propos de David Chavalarias portera sur la fermeture des espaces numériques à l'analyse scientifique et sur les conséquences de cette opacité pour l'étude des phénomènes de désinformation et d'ingérence. Ce qu'il décrira peut donc être vu comme un autre segment du même continuum lorsque l'accès aux données est entièrement contrôlé par des acteurs privés. Donc ces interventions, c'est notre intention, informent donc comment l'accès aux données, leur qualité, leur continuité sont des conditions centrales de la production des savoirs scientifiques, mais aussi de leur usage public, dans la mesure où ceci conditionne la capacité à organiser le débat public et à faire valoir des responsabilités. L'ensemble de notre session dessine donc un gradient d'entrave qui permet de penser ensemble des situations qui sont souvent traitées séparément, mais qui au fond posent la même question. Quelles sont les conditions techniques, institutionnelles et politiques nécessaires à la production et à la défense des données et des savoirs comme bien commun ? C'est ce fil que je vous propose de suivre dans cette session, non pas une opposition entre différents types de menaces, mais une réflexion collective sur leur continuité, leurs effets cumulés et leurs implications pour la science et pour la vie démocratique. Et je laisse la parole à Julie.